présentation très aimable. Je ne suis pas sûr d'être un représentant très digne de l'école grenobloise, mais je vais vous proposer quelque chose que j'ai intitulé « Faire, défaire, refaire son identité et son personnage ». Alors, je commencerai par une phrase que j'ai lue dans Télérama du psychanalyste Fethi Benslama qui dit ceci: « Nous vivons dans un monde de virulence identitaire où les affections, les tourments identitaires sont devenus pandémiques. » Et en effet, peut-être parfois l'identité peut être le symptôme d'un malaise sociétal, peut-être même d'une maladie virale contaminante. On est tout à fait dans notre sujet, c'est une question sanitaire. Donc. Alors, c'est pourtant pas la stase identitaire qui va m'intéresser ici avec les imaginaires, mais au contraire, la respiration qui va de la fluctuation identitaire à sa dissolution radicale. J'allais dire mon objectif, mais c'est plutôt une hypothèse. Mon hypothèse, c'est que l'arrière-plan de la question de l'identité peut-être s'envisager comme une réponse provisoire à la nostalgie de la non-séparation des êtres et des choses. Je vais procéder en deux temps. Un premier temps un peu généraliste, malheureusement, et puis je prendrai quatre situations très hétéroclites qui me permettront d'envisager cette possibilité de reconfiguration, voire de dissolution identitaire. Donc, j'ai dit, mon premier mouvement va consister à essayer de cerner rapidement les contours de l'identité telle que je l'aperçois. Encore une fois, ce n'est pas pour faire un cours, mais c'est simplement parce que je vais me servir de ces éléments par la suite. Ce que l'on nomme identité, correspond à des constructions, des interactions mouvantes, on le sait, et non à des éléments stables, au point qu'on peut vivre, paradoxalement, au cœur même d'une identité fortement déterminée, un état d'indétermination identitaire. Je vais le remontrer tout à l'heure. Alors, je vais commencer par évoquer l'oignon des identités et en particulier l'interaction des identités personnelles et collectives, d'un point de vue très, très global, très général. D'une certaine manière, l'identité est un point de vue, d'où regarder soi-même et les autres, qui donne sens et cohérence à la vie sociale dans son ensemble. Au cœur des cultures en interaction, à travers son identité, ses identités, la personne s'imagine tout en s'identifiant à ses groupes d'appartenance ou d'élection. L'identité est donc un oignon qui comporte des couches plurielles à travers les rôles sociaux que l'on joue dans les différentes sphères où nous intervenons. L'appartenance à une identité qui a pour chacun un caractère d'évidence relève cependant d'un puissant déterminisme collectif qui pèse sur l'individu, dont il prend conscience, soit pour y adhérer fortement, soit pour s'en dégager, soit pour se réengager ailleurs. Et au-delà de la définition sociale de l'identité, il me semble qu'il faut considérer une seconde dimension, une seconde couche à cette identité dans l'interaction complexe qui existe entre mon corps et les aspects psychosociaux qui me déterminent. Et en particulier ce qu'on appelle sa personne, sa personnalité. C'est ce à quoi on s'identifie. C'est certes une interface entre moi et l'autre, comme l'a rappelé Jean-Jacques tout à l'heure, mais cela renvoie également aux éléments psychocorporels de mon identité personnelle. Et ces projections identifications produisent une image dans le langage que nous assumons comme étant je ou moi. Nous avons donc aussi une identité langagière, on l'a dit tout à l'heure, une identité numérique, etc. Mais la posture sociale consistant à se concevoir comme un sujet séparé avec une identité close sur elle-même, même si elle est blindée par un costume identitaire collectif ou des costumes identitaires collectifs, cette posture, avec une identité close, me paraît très hautement anxiogène. Et on le verra, il existe de nombreuses issues qui sont cherchées et trouvées pour se recoudre à une forme de vastitude. Mon deuxième sous-point, c'est de rappeler que les identités sont imaginaires et potentiellement meurtrières, pour reprendre le mot d'Amin Maalouf. L'identité comporte en effet une troisième dimension, il y en a beaucoup d'autres, mais je me servirai de ces trois-là, une dimension idéologico-imaginaire. Elle concerne
le plus souvent, des minorités, des communautés blessées, comme le rappelle Malouf, qui cherchent à exister ou à subsister au sein de cultures ou de groupes dominants. Cette dimension s'étend parfois au communautarisme, avec des formes de discrimination qu'on lui connaît. Et donc, ce crispant, parfois autour d'identités tribales et fermées, de nombreux groupes humains se rêvent en lien avec un passé mythique, revendiquant une identité pure, quand il n'en existerait que des pluriels, des partiels, elles-mêmes infiniment mouvantes et historicisées. Et je disais que l'imaginaire était un élément important de la constitution de l'identité. Patrick Charodeau, le linguiste, le rappelle aussi pour sa part. Donc, on voit que la question de l'imaginaire n'intéresse pas que les imaginaristes. Et l'imaginaire est donc l'interface entre moi et mes communautés d'appartenance dont je partage les référents, les traditions, les aspirations, les valeurs, les craintes, les désirs, etc. En outre, l'imagination préside aussi à la construction identitaire à travers les clichés, les préjugés que je projette sur l'autre. Et se déploie donc, à propos de l'identité, toute une axiologie qui me définit à travers un ensemble de rites, de symboles, d'images, de récits, de mythologies, qui sont parfois interprétés conflictuellement dans les différences que je peux percevoir avec d'autres identités. Il me semble que l'identité peut être donc une donnée idéologique et qu'elle est presque toujours imaginaire. Enfin, elle a fort à faire avec l'imaginaire. Certes, les identités, les discours, les images de soi et l'autre convergent pour former un substrat stratégique et déterminer souvent des rapports de force dans la société. Mais pour rappeler ce que disait Amin Malouf, l'identité, dès lors qu'elle s'installe dans une attitude, je le cite, partiale, sectaire, intolérante, dominatrice, quelquefois suicidaire, peut devenir un instrument de guerre. Bon, ce n'est pas nouveau ce que je raconte là. Cette notion martiale est susceptible d'alimenter les discours rivaux et de se faire parfois meurtrière. Alors inversement, j'ai trouvé chez François Julien, que l'on cite beaucoup en ce moment, et qui affirme ne pouvoir pas défendre ce que l'on appelle par exemple l'identité culturelle française, car elle lui paraît impossible à identifier. Il revendique cependant, je le cite, des ressources culturelles françaises qui sont disponibles à tous et n'appartiennent pas. On les déploie, on ne les déploie pas, et de chacun, cela est responsable. Chacun est responsable. Cette identité responsable, synonyme de ressources partageables, ne me semble pas pouvoir devenir meurtrière, car elle se refuse précisément à toute extrapolation imaginaire. Et à contresens de cette prégnance identitaire sociétale, je vais m'intéresser à des situations où se défont, semble-t-il, les déterminismes identitaires. Je vais m'intéresser aux imaginaires qu'elles induisent, donnant accès à une dimension anonyme, impersonnelle, donc non identitaire. Comme je l'ai dit, je vais m'intéresser à 4 situations. La première se situe dans le cadre paradoxal d'une identité que l'on peut qualifier de meurtrière d'une certaine façon. Et je vais évoquer un cas de fluctuation imaginaire où l'ancienne identité est reconfigurée en une corporéité anonyme impliquant un puissant imaginaire du corps. Alors là, vous retrouvez mon sujet de prédilection. Cette identité inédite, qui est pourtant strictement encadrée, confère au sujet une épaisseur ontologique insoupçonnée. Ce que j'appelle la communalité, mais c'est le mot de Michel Maffezoli, je crois, moi je l'entends comme étant un état où un individu se trouve totalement intégré à son groupe d'adoption, formant avec lui une forme d'entité sacrée. Eh bien, cette communalité représente une merveilleuse échappatoire et un véritable sédatif à l'angoisse existentielle de la séparation. Là, comme je le disais tout à l'heure, la posture sociétale consistant à se concevoir comme un sujet séparé est très certainement anxiogène. Peut-être même des raisons pour lesquelles existe cette notion d'identité avec ses couches personnelles et collectives. Je vais citer souvent, c'est très court ce que je vais dire sur cette situation, Dounia Bouzar, qui s'est intéressé, qui est spécialiste de l'embrigadement des jeunes en Syrie par Daesh, a montré dans ses essais et dans son roman
qui s'intitule « Je me suis fait embrigader », je crois que c'est ça. Elle montre comment l'entrée dans un groupe comme Daesh constitue une renaissance identitaire pour les individus endoctrinés. Ils renient, on le sait, leurs habitudes, leurs identités antérieures, qu'elles soient culturelles, familiales, personnelles et parfois religieuses, et ils adoptent de nouveaux comportements très rituels, très mimétiques. Alors, de ce contexte, je ne vais pas parler de façon générale, mais que d'un fait très simple, très particulier que Dounia Bouzar relève et qui est relatif au corps des femmes, avec ses incidences psycho-identitaires. Elle note que le corps des femmes est masqué par le djilbab, cette enveloppe protectrice qui les coupe de l'extérieur. De plus, par sa couleur noire, le corps de chaque femme est amalgamé avec celui de ses autres coreligionnaires, formant ensemble l'image, et je cite une expression d'un des personnages de Dounia Bouzar, l'image de grappes de raisin indifférenciées. Sous cet uniforme incolore ou unicolore, les femmes ne se sentent plus relevées que d'une seule identité collective. Surgit chez elles une corporéité sacrée qui les ramène à une forme d'identité archaïque. En effet, ce sentiment d'unité est tout à fait exceptionnel en ce qu'il transcende les propositions sociales et en ce qu'il produit un bénéfice psychologique inestimable. Comme l'affirme un des personnages de Dounia Bouzar, je la cite, « On est une seule personne, on ne souffre plus. On participe à un sentiment de fusion, on a la sensation d'être une personne collective au point de n'être plus personne. » Bon, là, j'ai métissé mon discours avec celui de Dounia Bouzar. Les femmes totalement dissoutes dans leur groupe d'appartenance se sentent infiniment protégées et dégagées de toute responsabilité individuelle. En outre, l'émotion suscitée par cette participation contribue à créer chez elles un sentiment d'invulnérabilité, voire, dans certains cas, une levée de l'inhibition de la mort. Ce soubassement psycho-émotionnel est un très puissant addictif, ainsi que le signale un des personnages du roman. Je la cite, « On était liés par le sang, comme si c'était de la colle. Ça me fait vibrer de voir cette force que nous constituons. » Cette mystique de l'identité collective, coexistant dans un cadre communautariste très strict, ou au contraire, rendu possible par ce cadre très strict, cette mystique donc procède d'une transgression des limites corporelles et des contours étroits de l'îlot psychologique auquel le moi habituellement s'identifie. Aussi ces femmes qui, pour différentes raisons, sont obligées de revenir en Syrie et de reprendre leur place dans la société française, elles éprouvent l'horrible sensation de reprendre possession, je le cite, d'un corps désarticulé, et je continue, d'un corps insignifiant, qui est un maillon isolé, solitaire, ayant perdu sa magnifique ampleur collective, ce merveilleux manteau magique qui lui avait conféré une sublime expansion ontologique. Dans les trois situations qui vont suivre, parce que j'en ai fini avec la première, les déterminismes identitaires vont s'éloigner de tout contexte idéologique, voire se dissoudre entièrement. Je vais envisager très rapidement trois cas. L'ivresse mescalinienne chez Michaud, la participation imaginale du lecteur à l'œuvre, et j'insisterai sur le dernier, le plus radical, la spiritualité non duelle. Alors on va se demander quel drôle de melting pot, mais bon, vous allez peut-être voir le fil conducteur de ces trois exemples. Le premier, donc en fait, le deuxième cas, c'est Henri Michaud, pour qui, sous mescaline, le sujet devient une instance rythmique. L'ivresse est un fait anthropologique universel, mais en particulier celle des psychotropes, abolit provisoirement la dimension psychosociale du sujet. La drogue dissout les sentiments des limites du corps et abolit catastrophiquement toutes les identités qui constituent l'individu, et elle procède de cette manière à une extase de soi, une sortie de soi, qui ouvre quelquefois sur une expansion ontologique. Michaud a travaillé 10 ans sur les drogues, il a écrit 1000 pages sur la question, et ce qui m'intéresse de vous rappeler ici à ce sujet, c'est que pour lui, eh bien, on n'est plus dans cette situation qu'un programme rythmique, lequel se donne sous deux modalités. La première,
qu'il appelle l'état majuscule, qui est pour lui l'expérience mystique, miraculeuse, et qui correspond à l'onde la plus longue. Bienfaisante, lénifiante, infinisante, elle est, écrit Michaud, le poème sans rime, sans musique, sans mots, qui scande sans cesse l'univers. La deuxième modalité, les états totalitaires de l'esprit. Il se manifeste sous la forme mentale et visuelle d'oscillations incoercibles, manichéennes, infernalement accélérées. Je cite Michaud. Rythme binaire, immense scansion, comme si tout était à l'unisson d'un courant alternatif, d'une cloche oscillante, d'un train d'ondes courtes. Dans les deux modalités que je viens de citer, il n'y a aucune distanciation possible. Le sujet est entièrement désagrégé dans un train d'ondes courtes ou longues, intégré à une totalité rythmique où il a fini par sombrer et disparaître. Et sous Mescaline, le trou béant laissé par le sujet disparu, dépouillé de toutes ses couches identitaires, laisse entrevoir au cœur de l'oignon un champ d'énergie porté à une très haute fréquence, où des flux de particules s'informent en figures rythmiques, infiniment plastiques. Et ce sont ces figures rythmiques qui finalement sont, d'une certaine façon, son identité du moment. En l'absence de toute personne, puisqu'il n'y a plus personne qui subsiste dans ce cataclysme, la source des rythmes paraît, je le cite, une sorte d'espace primordial, de capital de l'être, ça c'est moi qui le rajoute après, de corporéité holistique accordée au rythme cosmique. Les rythmes, donc ces expressions impersonnelles qui menuent l'identité et la personnalité, paraissent le lieu même où se réunifie de façon souterraine l'humanité en une même corporéité vibratoire. Les rythmes sont la passerelle magique, le pont esthésique invisible qui relie l'individu à ses semblables et au cosmos. Ils sont le frisson originel qui parcourt le grand corps de la réalité tout entière. En un mot, ils sont le lieu de la vastitude retrouvée. Je vais à présent parler de mon troisième cas, troisième situation. Je vais parler de l'œuvre en tant que matrice d'une corporéité communielle, car elle offre un second exemple de ce retour possible à l'extase identitaire et elle offre un accès à l'altérité identitaire et à une ouverture ontologique. Ça, c'est un propos plus personnel, sans doute peut-être un peu discutable, mais ça fait partie de mes cogitations. Donc, ce que je vais vous dire se situe bien sûr en marge de toutes les théories de la réception sociologique, qui sont parfaitement intéressantes. En marge, mais c'est peut-être complémentaire de ce travail, je pense que le travail imaginaire de l'œuvre, on devrait presque dire le travail imaginal de l'œuvre, rassemble les îlots de lecteurs, les îles, en une sorte d'archipel de liseurs. Bon, je reprends là cette opposition entre lecteur et liseur. Le liseur, c'est celui qui travaille, qui s'approprie imaginairement l'œuvre. La lecture, qui est un moment d'enchantement, d'extase de soi, décontextualise le liseur de la sphère sociale en le connectant à un temps hors temps où la communauté de l'œuvre se construit une unité imaginale. Et dans ce lieu, hors de tout lieu, pour reprendre l'expression de Claude Esteban, se dissolvent les identités socio-individuelles pour faire accéder une personne, plus une personne, à un espace communiel. Ainsi, l'œuvre devient le lieu sans lieu, une sorte de confrérie sacrée, autour de l'expérience d'un dessaisissement identitaire à la fois collectif et individuel. Le non-lieu de la corporéité communielle de l'œuvre se substitue pas, en fait, conteste d'une certaine façon les identités sociales multiples qui nous paraissent être le lieu de notre être véritable. Cette autre corporéité à laquelle nous participons grâce à l'œuvre, formée grâce à la matrice imaginale de l'œuvre, rend, comme le dirait Octavio Paz, apte à transiter vers d'autres identités. Et je cite toujours Octavio Paz dans Le singe grammairien, nous habitons tous ailleurs, au-delà de là où nous sommes tous une réalité différente du mot je et du mot nous. Je prends toujours dans le travail de l'œuvre un autre exemple très très bref, celui du comptage.
par les voix singulières du groupe qui traditionnellement fait cercle autour du compteur et qui suture ainsi symboliquement les individus dans une même matrice. Il devient possible de rallier un lieu commun oublié, de raviver la mémoire d'un espace secret, celui de notre plus lointaine et commune identité. La superposition de tous les visages centrés autour du récit et du conteur, fasciné par sa parole et par l'extase de soi qu'elle induit, fait perdre à chacun, au cœur même d'une activité sociale, son identité propre. Ça, c'est très intéressant de voir ce paradoxe. Et le cercle du comptage laisse ainsi entrevoir l'image d'un visage commun, à la fois le visage de tous et de personne. Si les trois premiers exemples de dissolution identitaire sollicitent fortement l'imaginaire, le quatrième contexte, en conteste, me semble-t-il, radicalement la portée, puisque le cristal individuel se dissout dans une instance foncière impersonnelle, dans un non-état qui n'est plus assignable à une quelconque identité, ni à un quelconque imaginaire. Donc je vais parler de ce dernier exemple, qui est relatif à l'Advaita Vedanta, et donc à cette spiritualité non duelle. La participation non duelle au plan de la conscience, je mets les guillemets parce que le mot conscience ici a un sens très précis, procède d'une désidentification radicale par dégagement de la totalité de ces identités qui sont autant de masques occultant notre visage d'avant la naissance, comme le dirait le bouddhisme zen. L'Advaita Vedanta, dont je ne suis pas spécialiste, mais atteste l'existence d'un non-lieu transcendant qui serait celui intime et ultime des humains. Le lieu même de la réintégration de l'humain à la sphère de l'être, lieu non identitaire, qui a cette particularité d'être à la fois le terrain ultime de l'humain et la trame unifiante du réel. L'éveil au soi, on va mettre un S majuscule, on ne l'entend pas, serait ainsi révélateur de l'absence de toute identité séparée et mise en évidence de l'interdépendance harmonieuse du réel tout entier, où plus aucune distinction ne serait possible entre sujet et objet. Volent évidemment alors en éclats toutes les écritures sociales et les imaginaires identitaires socialement construits. Et en effet, pour la spiritualité non duelle, les identités avec la personne que l'on croit être s'avèrent être de pure fiction. L'identité serait ainsi une hallucination collective entretenue dans l'imaginaire social et transmise grâce à l'éducation et à la construction d'un ego socialement utile pour communiquer. Ce qu'on appelle l'éveil opérerait donc à contrario un déconditionnement absolu par engloutissement de toutes les fictions identitaires dans un très inquiétant trou noir. Pour Jean Klein, qui était un des représentants occidentaux de l'Advaita Vedanta, cette doctrine, je le cite, est une voie directe qui a pour point de départ le rejet délibéré de la dualité sujet-objet, qui sert de cadre à toutes nos démarches habituelles, y compris la spéculation métaphysique. C'est donc une voie qui est tout à fait à contre-courant et demande le rejet de toute notre activité mentale, même sous ses formes les plus hautes. Il y a en effet, en particulier chez Klein, de manière indirecte, une contestation radicale du sujet social, sociologique, et une négation du sujet psychologique, puisque pour lui, le sujet psychologique est un produit imaginaire de la fonction identitaire. En effet, pour lui, celui qui se prend pour sujet n'en est pas un. Il n'est jamais pour la conscience qu'un objet parmi les objets. Je cite Klein, il faut considérer qu'étant perçu et conçu, les choses ne peuvent avoir de réalité indépendante. Eh bien, le sujet est bien également un objet perçu par la conscience. Donc, il n'a pas d'existence propre. En fait, pour parvenir à la compréhension de cette spiritualité, il faudrait, selon Klein, se libérer de deux croyances. D'une part, celle qui relève, je le cite, d'un préjugé, à savoir que les objets existent indépendamment de celui qui les perçoit. Ce n'est pas facile à envisager. Il faudrait ensuite se dégager de la croyance très enracinée d'être une personne. Pas facile non plus, je cite Klein. Dès que vous vous prenez pour quelqu'un,
il y a contraction, il y a localisation. Mais quand vous êtes complètement affranchi de l'idée d'être une personne, alors vous êtes en expansion. C'est pourquoi Klein conteste, j'allais dire indirectement, mais je crois quasiment directement, frontalement, le rôle d'un certain imaginaire. Je le cite, « La notion de moi n'est qu'une substance imaginaire construite par le contexte social et qui doit son existence à la mémoire. Le monde, ces objets comme la personne elle-même, ne sont qu'un produit de votre imagination. Le fait de dire « je suis ceci » fait partie de votre imagination. C'est une hallucination. Ainsi, s'identifier à soi, avec un S minuscule, s'identifier à soi, c'est se séparer du reste des choses. Et en quelque sorte, par ce péché originel, mais bien sûr des guillemets à l'expression, on entre dans l'imaginaire de l'incomplétude, du manque qui va générer tous les désirs, qui sont des formes toujours provisoires de la complétude. Mais qui va générer aussi un désir très spécifique, c'est le désir du retour au soi, avec S majuscule. Lorsqu'elle se produit, la réintégration au tissu cosmique démontre la non-pertinence du rêve d'individualité et de toute la construction identitaire et imaginaire qui le soutient. Je conclus en 3 minutes. Aussi importante que la production d'identité, je me suis ici intéressé à l'obscure fascination pour la défaite de toute identité. On pourrait dire aussi à l'extase de toute identité, à la sortie de toute identité, parfois même, comme je l'ai montré, au cœur même d'une posture identitaire très enracinée. Qu'il s'agisse d'un retour à une identité archaïque, à la sphère du sacré ou à celle de l'être, les solutions que j'ai choisies expriment une profonde nostalgie pour un espace qui nous réintégrerait dans une entité plus vaste que nos identités, plus vaste que la sphère du corps mental. Nostalgie pour le non-état de la non-séparation où l'on n'est rien ni personne. Ainsi que le déclare Jean Klein, ce non-état est indéterminable par une pensée ou un sentiment. Vous l'avez en identité avec les autres. Vous l'avez en identité avec les autres. C'est pourquoi, et contrairement à sa définition socio-pragmatique, la seule identité possible pourrait être celle qui, à la lettre, mais commune à l'autre. Et là, je vais citer très rapidement un mot de Thomas Harding dans son ouvrage Vivre sans tête, qui dit quelque chose de tout à fait similaire. Je le cite, « Il n'y a qu'un seul problème, c'est celui de mon identité. Tout le reste, tous les problèmes de la vie sont accessoires. Si je vois ma véritable identité, tout le reste, c'est clair. » Et surtout la fin qui m'intéresse, ici, donc dans cette identité, ici, je suis vous. Ici, je suis vous. L'aspiration anthropologique à défusionner périodiquement de nos identités constituées met en évidence à la fois l'eau communielle dans laquelle nous baignons tous, mais aussi l'énorme machinerie imaginaire nécessaire pour susciter et entretenir socialement le rêve d'identité. Toute identité culturelle semble ainsi frappée du sceau de l'imaginaire, qui se trouve ici vivement contesté sur son versant irréalisant, de même que se trouve contestée la violence et l'illusion que représenterait toute posture identitaire. Et d'une certaine façon, si l'on voulait extrapoler cette chose, on peut se demander si ces magnifiques architectures que l'on nomme les cultures seraient autre chose qu'un mirage collectivement entretenu par la puissance socio-imaginaire. En fait, selon cette hypothèse, selon cette fiction, quelle fonction remplirait la croyance en nos masques sociaux, en notre personne, en toutes ces entités imaginaires? Eh bien, il semblerait que ces croyances que la société entretient grâce à une fable collective infiniment renouvelée auraient pour objectif de masquer la terreur suscitée par le vide ontologique, devant le gouffre duquel nos identités viendraient opportunément servir de rempart. Or, les expériences esthétiques spirituelles universellement attestées ont pour but de faire exploser les asphyxiantes cages identitaires
et grâce à l'horizon d'une terre communielle et ontologique vers laquelle elles font signe, de régénérer notre appartenance commune à une humanité foncière, cette humanité sans qualification, qui met en lumière la non-personne que nous serions basiquement, et pour laquelle la posture identitaire serait même une imposture, un masque posé sur notre identité partagée. C'est à la rumination de cette énigme que nous sommes conviés, qui met en contact notre prochain et notre lointain dans une relation inversée, en effet. Notre plus prochaine identité, celle qui nous rassemble et qui échappe à toute dualité et à toute conflictualité, semble paradoxalement la plus lointaine, la plus étrangère, la plus déniée, voire la plus reniée. Je vous remercie.